Bonjour, c'est Frédéric. J'ai le plaisir de vous raconter l'histoire de la première BMW de route sur le Paris-Dakar. C'est un article écrit par Jeff. Vous pouvez retrouver de nombreuses autres histoires sur le site Dakar d'antan. Quand on pense BMW sur le Dakar, plusieurs noms nous viennent immédiatement en tête. Hubert Auriol, Fenouil, Morlaix, Raymond Loiseau, Gaston Raillet et d'autres encore. On pense bien sûr à l'arrivée victorieuse en 81 et 83, mais également à l'engagement officiel en 1980 et la participation de Fenouil sur la monstrueuse 800 GS dès la première édition sous les couleurs Adolphe Lafont. Ce que l'on sait moins, c'est que BMW est également présente sur ce premier Dakar 79 via sa filiale française BMW France, avec l'engagement passé relativement inaperçu d'un motard inconnu, Philippe Jambert, à l'occasion de la sortie récente de sa nouvelle routière, la R65. Jambert, 37 ans à l'époque, journaliste dans la revue Trafic, dont il tient la rubrique moto, n'est pas forcément l'homme idéal pour un tel défi. Tout d'abord, il n'est ni un crossman, ni un enduriste. Sans être vraiment un spécialiste du tout-terrain, il est quand même un peu habitué des raids moto, mais surtout en tant qu'organisateur. Il est en effet le créateur de la Croisière Blanche, une balade hivernale à moto à travers les cols des Alpes. Mais c'est la première fois de sa vie qu'il décide de s'engager sur une compétition. Et puis surtout, second défi, il décide de partir sur la seule moto de route engagée dans la course, une BMW R65 strictement de série. L'idée est de prouver que la nouvelle sortie chez BMW dans sa version 650 cm3 est une tellement bonne routière que même en situation extrême en Afrique, elle est capable d'arriver au bout des 10 000 km de piste. Pour ceux qui veulent replonger dans les caractéristiques techniques, vous trouverez un essai complet de la routière paru à l'époque en 78 dans Motojournal, réalisé d'ailleurs par l'excellent François Gomis. Entre autres, on y apprend que la R65 a de belles qualités, avec des évolutions importantes par rapport à la R67 qui la précède. Amortisseur réglable avec un levier incorporé, réservoir de grande capacité, son cardan, son freinage sérieux avec double disque à l'avant. Mais qu'elle est déjà en retard techniquement avec un moteur poussif, une tenue de route peu fiable, un confort décevant pour une BMW et un entretien pas si simple que ça. Bref, les journalistes n'avaient pas été si emballés. Pour corser le tout, Philippe part de plus seul, sans aucune assistance et très peu de sponsors. Il a quand même trouvé quelques généreux mécènes, BMW France lui prête la moto, et il a le soutien de Ben Simon Surplus, les casques Nolan et la ville de Paris. Par contre, il transporte avec lui tout son matériel et pièces de rechange sur la moto, qui ainsi chargée flirte avec les 250 kg. Sur la route, c'est déjà lourd. Sur un Dakar avec des pistes défoncées, cela va s'avérer très compliqué, d'autant que la 650 est très poussive. Dans l'essai de Motojournal, François Gomis ose dire « Une bonne 504 ne se contentera pas de vous accrocher. C'est vous à la longue qui la gênerez. » Très vite, dès l'Afrique en fait, Philippe s'aperçoit que son choix de moto est certes courageux, mais surtout pénalisant. En effet, sur les étendues truffées de sable mou, la BMW est loin d'être la moto idéale. Ce qui paraît déjà difficile avec un engin de tout-terrain bien préparé, devient héroïque avec une monture qui louvoie, sans sable et se plante sans arrêt. D'ailleurs, si au début il a surpris et presque fait rire les spectateurs et les autres concurrents, très vite, il force l'admiration de tous par son courage, sa ténacité et sa bonne humeur à toute épreuve, malgré la moto inadaptée. Les premières étapes du rallye relèguent donc Philippe assez loin dans le classement. 113 dans Regan Insala, 118e dans Tamin Ghezam. Il est très souvent dans les dernières motos mais n'abandonne pas et repart tous les matins avec courage. Après Inghezam, le terrain plus caillouteux lui permet de refaire un peu de son retard. 87e à Arlit par exemple, jusqu'à la prochaine étape de sable. Il finit ainsi dernière moto à Agadez mais toujours classé. N'oublions pas que les pilotes et les motos commencent à souffrir et que l'on enregistre déjà de nombreux abandons, y compris chez les gros bras. Philippe, lui, n'abandonne pas, mais arrive chaque soir plus tard, plus fatigué que les autres. On l'a déjà dit, mais il est seul, n'a pas d'assistance et est donc contraint de faire sa mécanique tout seul. En habitué des raids, comme il le dit, j'avais chargé la moto à l'avant, sur le réservoir. Sur un Dakar, il ne faut pas. Ainsi, il attire la sympathie d'autres concurrents qui viennent spontanément lui proposer leur aide. C'est ainsi qu'il a pu confier le transport de ses pièces à Unique et à Michel Van Corp et Dominique Pipa sur Toyota numéro 191. Il a fini par se rendre compte que partir sans assistance était absolument impossible, même pour un privé comme lui. Il était habitué des raids et avait donc chargé sa moto sur l'avant sur le réservoir. Et dans ce genre de compétition, le principe de chargement est tout l'inverse. Il faut charger l'arrière pour mieux délester l'avant qui a tendance à guidonner dans le sable. Bref, il le saura pour la prochaine fois. D'Agadez à Niamey, Philippe et sa BMW tiennent le coup. Il arrive même à sortir de la terrible étape Tawa-Talcho, qui sera la cause de nombreux nouveaux abandons.
À Agadez, dans la tempête de sable, peu d'observateurs lui donnaient une chance. Malgré tout, il finit l'étape de Niamey 96e avec encore 2 motos derrière lui. Il réussit donc à rejoindre Gao, toujours en course pour la première journée de repos depuis le début du rallye. Pour Philippe, la majeure partie de cette journée sera consacrée à la révision complète de la BMW, laquelle semble plutôt tenir le coup et résister au traitement de choc que son pilote lui impose. Le reste sera consacré au méchoui, avant la fameuse et rude étape du lendemain, mais aussi la plus longue, 600 km de Gao à Mopti. Pour Philippe, c'est dans cette étape que la belle aventure prend fin. Fatigué d'avoir avalé trop de sable, le moteur de la R65 rend l'âme sur une rupture de segment. Plus rien à faire, il faudra un moteur de rechange, une assistante d'usine qui remplace le tout, bref, un miracle qui n'aura pas lieu. La mort dans l'âme, il doit se contraindre à abandonner. Pourtant, se refusant de quitter ainsi le rallye, il se mettra au service de l'organisation et d'autres concurrents en les relayant au volant de leur véhicule. Il parviendra ainsi à Dakar après 3 jours et 3 nuits non-stop de pilotage. À Dakar, Philippe fait l'analyse de son rallye. Pour l'année prochaine, fort de mon expérience, je sais exactement ce qu'il faut faire sur la moto pour l'amener à l'arrivée. Je tiens à garder mon idée de base qui est de partir sur une moto de route. Il suffit d'un renfort de la fourche avant, d'une roue à rayon ou d'une jante en acier à l'arrière et le tour est joué, à condition bien sûr de bénéficier d'une assistance solide. Et puis j'aimerais bien être le premier à terminer cette course au guidon d'une machine de série. Malheureusement, Philippe ne repartira pas sur le Dakar l'année suivante, ni après. Et même si l'idée de repartir sur le rallye en voiture l'a aussi titillé, cette participation au Dakar sera la seule. Néanmoins, plus de 35 ans après, il marque encore les esprits avec ce projet fou typique des Dakar d'antan, tout comme la fourrure qui recouvrait sa selle. Un grand merci à Tintin Vesberg qui avait écrit un article paru dans le Trafic numéro 50 de mars 79 et qui a servi d'ossature à ce sujet. Voilà, cet article de Jeff est donc terminé. N'oubliez pas que vous pouvez trouver de nombreuses autres histoires sur le site Dakar d'antan. À bientôt.